On est un groupe de 36, on va dire, dans une majorité de 99. Donc vous faites le rapport, ça fait 36-37%. Et sur un conseil régional global de 156 élus, sur les 8 départements de départ. C'est important de dire ça parce que la majorité comprend donc 4 groupes. Un groupe majoritaire, le Parti socialiste, qui a 46 élus. Un deuxième groupe, donc Europe Écologie Les Verts, qui a 36 élus. Donc vous voyez, c'est quand même très serré. Ensuite, le Front de gauche, qui a 11 élus. Pour simplifier, 8 assimilés partis communistes et 3 qui n'en sont pas. Donc il y a 2 partis de gauche et 1 ensemble, pour ceux qui connaissent un peu les choses politiques. Et puis le Parti radical de gauche, Génération Écologie et Apparenté, maintenant il s'appelle comme ça, qui a 6 élus de mémoire. À un près. Voilà. Et le Front National? Ah oui, à droite. Après, l'UMP, alors qui s'appelle à la région UDC, Union de la droite et du centre, donc qui regroupe l'UMP, l'UDI et quelques modems, qui a 40 élus. Et le Front National qui a 15 élus. Il y a un fonctionnement institutionnel français qui est bien spécifique, avec beaucoup de défauts. En tout cas, nous, on juge qu'il y a beaucoup de défauts. Et dans les 156 élus que j'ai résumés, il y a des gens qui sont à la fois membres de l'exécutif et du délibératif. Donc il y a 15 vice-présidents et 9 conseillers délégués spéciaux. Et puis tout le reste, donc si vous faites le calcul, vous trouverez, 132 qui sont que du délibératif. L'exécutif, c'est le gouvernement, on va dire, mais la spécificité française fait que dans les conseils départementaux, les mairies, les conseils régionaux, l'exécutif et le délibératif est mélangé, il n'est pas séparé. Et puis le délibératif, c'est des gens qui ne sont là que pour voter. Et donc Monique préside la commission formation initiale lycée et moi-même qui préside la commission transport, on n'est que dans le délibératif. Donc on est là pour faire du débat. Mais on n'est pas là pour instruire les dossiers, les faire avancer. Oui, mais pour suivre aussi les politiques, pour, je dirais, être vigilant sur, entre la délibération et la mise en œuvre. On doit jouer aussi notre rôle de questionnement de qu'est-ce qu'on met en œuvre et puis même de questionnement sur les délibérations qui sont prises et de travail, je dirais, oui, de démocratie. Ouais. Je vais juste quand même vous refaire un rapide tableau des compétences actuelles. Les compétences actuelles, quand même, c'est pour 3/4 du budget les questions de formation. Hein. C'est quand même très important de réaliser qu'une grosse partie du budget régional, c'est pour un quart quasiment les lycées. Et un deuxième quart, c'est la moitié du budget régional, excuse-moi. J'avais mis les TER aussi avec, non, ça n'a rien à voir. Et l'autre, en fait, à nous deux, on pèse 3/4 du budget. Non, parce que je ne m'occupe pas de l'apprentissage. Alors, un quart, donc c'est vraiment tout ce qui concerne la politique dans les lycés. Et on s'occupe des lycées publics, c'est 260 lycées sur la région Rhône-Alpes. Mais on a aussi à s'occuper des lycées privés quand même, puisqu'il y a des obligations quand même légales par rapport à ça. Un autre quart du budget, c'est l'apprentissage et c'est tout ce qui concerne ce qu'on appelle la formation tout au long de la vie, c'est-à-dire toutes les questions qui sont en lien justement avec l'emploi, avec les questions de compétences, d'activités, etc. Voilà, donc ça fait déjà la moitié du budget régional. Un autre quart du budget régional, ce sont donc les TER. Et le dernier quart, dans le dernier quart, vous avez plein de choses. Vous avez l'économie, vous avez l'environnement, santé, l'énergie, vous avez l'agriculture, l'aménagement du territoire, la culture, la politique de la ville, la vie associative. Donc voilà, c'est ça. En sachant quand même que la région est quand même une collectivité par rapport à ce qu'on connaît des communes et ce qu'on connaît des métropoles, c'est une collectivité très redistributive, puisque le poids du personnel, c'est 10% du budget, de son budget global. Alors que la collectivité, les métropoles, les collectivités, les communes, c'est la moitié du budget qui est pris par... Donc ça, c'est très important ça, par rapport à la dynamique possible, à ce qu'on appelle les effets leviers des aides régionales, c'est aussi parce qu'elles peuvent justement être dans la redistribution. Donc ça, c'est pour vous donner la base. Du coup,
la réforme territoriale, alors si on le prenait du point de vue des souhaits des écologistes, on est un peu à l'opposé de ce qui s'est fait, c'est-à-dire que ce gouvernement avait quand même évoqué une grande réforme de la décentralisation et on était plutôt content et on était plutôt d'accord avec cette formule de renforcer la décentralisation. Et pour nous, la décentralisation, ça passe par les régions d'abord, parce que c'est une échelle qui paraît pertinente pour des tas de politiques qui seront un peu structurantes, c'est-à-dire qui organiseront le territoire et qui permettront du développement, mais en gardant de la proximité et en permettant pour le coup un maillage et une dynamique intéressante. Voilà. En deuxième, c'est vrai qu'il y avait pour nous la possibilité, la montée des intercommunalités qui nous paraissait un échelon intéressant, en demandant que ces intercos soient quand même désignés par un vote et par de la proportionnelle et non pas par un deuxième niveau comme c'est le cas actuellement, parce que les intercommunalités n'élisent pas directement leurs conseillers, enfin voilà, leurs élus. Et on était plutôt pour, on va dire, faire doucement s'éteindre les conseils généraux. Pour effectivement, il faut à un moment donné se poser la question qu'il y a un échelon de trop. Enfin voilà, et que ça nous paraissait ça permettre un équilibre entre les politiques structurantes de la région et des intercommunalités plus fortes. Ils ont coupé ça en trois. Ils ont commencé par les métropoles. Et c'est d'abord la loi sur la métropole qui a été construite. Donc, on a d'abord mis en place des métropoles, c'est, je le dis un peu rapidement, des baronnies locales qui sont des aspirateurs par rapport à tout ce qui est autour, le rural qui est autour et qui n'est pas du tout dans une idée d'équilibre entre l'aspect urbain et l'aspect rural, mais plutôt effectivement... des aspirateurs à développement économique, comme voilà, une croissance, etc. Comme on peut voilà, c'est un peu ça qu'ils ont en tête. Ensuite, la mise en place, avant de discuter des compétences des régions, le fait de les agrandir, ça a été voté largement avant qu'on discute des compétences qu'elles auraient, puisque les discussions sur les compétences, elles se font en ce moment, et que c'est déjà voté qu'il y a des grandes régions, etc. Avec l'idée, les grandes régions, en Europe, les grandes régions, ce sont des régions qui ont des moyens, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont très importantes. Bon, voilà. Par exemple, on va se retrouver avec Auvergne-Rhône-Alpes, être équivalent de la Belgique, par exemple, et avec effectivement des distances énormes qui vont être compliquées, et avec une obligation de penser décentralisation de cette grande région pour garder ce côté proximité qui est important pour une région. Voilà, mais c'est une problématique qui va être très importante, la question de l'aménagement du territoire, de l'équilibre entre les métropoles et le milieu rural, c'est un enjeu énorme pour cette nouvelle grande région. Et pour nous, les écologistes, c'est un enjeu essentiel entre la question de l'urbain, du périurbain, du rural, qui doivent pouvoir garder la possibilité justement d'une proximité avec une région qui aura des compétences économiques supplémentaires, ce qui est prévu dans la loi, puisqu'elle pourra avoir des schémas prescriptifs sur la question économique. Une région qui a récupéré la gestion des fonds européens, alors pas dans leur totalité, mais quand même qui aura du coup aussi cette compétence-là, donc qui augmente un certain nombre de ses compétences, qui aura la gestion de tous les transports départementaux intégrés, ce sera les régions qui devront s'en occuper, c'est les trois grandes domaines sur lesquels il y aura quand même des compétences supplémentaires, sans autonomie financière, puisqu'on n'a aucune fiscalité au niveau régional, et que du coup, ça veut dire faire avec un budget qui est donné par l'État. On dépend complètement des subventions, on n'a aucune autonomie tout en ayant des compétences supplémentaires, ce qui est quand même problématique. Voilà. Donc le tableau est à la fois, je dirais, n'est pas du tout celui qu'on peut souhaiter en tant qu'écologiste. Il est en même temps un enjeu, maintenant que pour nous, la question, elle est là, c'est-à-dire on ne va pas se lamenter sur le fait qu'on ne se retrouve pas dans cette manière d'avoir géré la décentralisation.
il faut arriver à mettre en place des politiques régionales qui redonnent de la place à un aménagement du territoire qui permettent la proximité, à une desserte locale qui permette effectivement des possibilités de liaison intéressantes et des possibilités de liaison au quotidien. Voilà, c'est un peu ça l'enjeu. La métropole peut quand même se mettre d'accord avec la région ou éventuellement choisir autre chose ou pas. C'est-à-dire, c'est très extraordinaire. Il y a un schéma prescriptif, mais la région et la métropole doivent se mettre d'accord. Et d'une certaine manière, la métropole peut choisir de ne pas être dans le schéma prescriptif régional. Voilà. C'est effectivement la cour de récré, donc même pire que ça. Donc c'est étonnant de voir comment fonctionne l'assemblée plénière. Il faut y aller quand même, donc je vous encourage. Il y en a encore quelques-unes. Il y en a une la semaine prochaine, jeudi. Alors il y a un esprit général qui est celui des élus régionaux, donc qui sont effectivement un peu irrespectueux de leur mandat, c'est vrai. Parce que tu parles de ce qui se passe en assemblée plénière, on pourrait parler aussi de ceux qui viennent en commission, qui signent à 9h15 et qui partent à 9h17. Donc ça, c'est pas très respectueux dans tout le scrutin qu'ils portent. En tant qu'élu régional, c'est assez choquant, mais tu peux très bien bosser 1 heure par mois en tant qu'élu régional, comme tu peux bosser donc, toute ta vie. Tant que tu signes donc, la liste d'élargement, après tu te démerdes, tu fais ce que tu veux. Donc il n'y a pas de compte à rendre, si ce n'est à ton groupe, mais les groupes eux-mêmes ont une discipline qui est faiblement mobilisable. C'est difficile d'être garde-chiourme d'élus qui sont fondamentalement individualistes. Voilà, je voulais juste insister là-dessus. Mais je crois que c'est un vrai travail à faire, mais qui est dans un fonctionnement présidentiel totalement immature. Donc on est comme une classe de potache avec un garde-chiourme qui est le président de la région. Et ce qu'a expliqué Jean-Charles sur le cumul entre les responsabilités délibératives et exécutives, il contribue beaucoup. Oui. On a un système totalement présidentiel où le garde-chiourme fait la discipline de tout le monde. C'est vrai sur le plan du fonctionnement de l'Assemblée, c'est vrai aussi sur le plan politique. On cherche tous à se contrôler les uns les autres, ce qui fait une ambiance totalement délétère, avec un fonctionnement majoritaire totalement inefficace sur le plan humain. Voilà. Quand on a parlé de la 45, et on a eu 2 ou 3 débats, je crois, publics sur ce sujet-là, non pas parce que c'était un sujet d'Assemblée, mais parce que des groupes politiques le rentraient pour que ça fasse un débat politique. On avait les élus écologistes qui s'exprimaient tous contre, quelques élus de droite et de gauche locaux qui s'exprimaient contre, et la majorité qui n'en avait rien à carrer, excusez-moi, et qui du coup s'exprimait plutôt pour. Et c'est vrai que du coup, on va dire, la majorité des élus du conseil régional est pour la 45, mais parce que ça ne les concerne pas. Voilà. Et qu'ils sont pour la route, point à la ligne. Heureusement, le financement des autoroutes, n'entre pas spécifiquement dans les compétences des régions, mais vous savez, il y a la clause de compétence générale, donc on aurait pu dire ça va nous intéresser, comme le département de la Loire et l'agglomération de Saint-Étienne qui n'ont pas la compétence autoroutière, on dit ça nous intéresse. Mais en 2004, quand on a gagné la région ensemble avec le reste de la gauche, à l'époque en 2004, les écologistes, on n'avait fait que 10,1%. Je le dis parce que le fait de dépasser 10, c'est un élément essentiel. On était la seule région de France à le faire. On avait 22 élus dans la majorité sur 100. Et on avait négocié dans l'accord de deuxième tour avec nos partenaires qu'on ne mettrait pas 1 centime sur les routes. Sauf pour quelques opérations en Ardèche, puisque l'Ardèche est le seul département de Rhône-Alpes à ne pas avoir de ferroviaire en fonctionnement. Il y a des lignes ferroviaires, mais elles sont abandonnées depuis longtemps, pour la plupart. Et on avait dit, là, du coup, comme on a des cartes TER, effectivement, s'il y a des aménagements à faire sur les routes pour améliorer la sécurité, la lutte contre le bruit, la fluidité des cartes TER, pourquoi pas aller sur les routes. Mais partout ailleurs, on acte le fait qu'on la région ne met plus 1 centime sur les routes. C'est le cas depuis 2004, et donc du coup, Jean-Jacques Herrane a toujours dit qu'il ne mettrait pas 1 centime sur la 45. Ça l'arrangeait bien, puisqu'en plus les sommes demandées étant tellement énormes, ça aurait été embêtant pour son budget. J'attire votre attention qu'en cette fin de mandat, pour la première fois, et c'est un vrai souci qu'on a, Jean-Jacques Herrane a décidé de mettre de l'argent sur les routes, à travers des routes d'Ardèche, toujours,
mais qui ne sont pas du tout le support de cars TER, qui sont des routes banales, etc. Et donc on a une bonne bagarre politique à venir dans les jours qui viennent, qui nous embête un peu parce qu'effectivement ils rompent entre guillemets le contrat de la majorité qu'on a signé en 2004. Donc effectivement sur la 45 c'est paradoxal, mais on a une majorité d'élus qui est plutôt pour parce qu'elle s'en fout, et on a une région qui de toute façon dit qu'elle ne voulait pas s'engager. Par rapport au rapprochement avec l'Auvergne, est-ce que le fait que le gouvernement ait fait cette réforme territoriale dont on va, entre guillemets, se satisfaire, mais qui ne nous a pas du tout satisfait au départ, bien évidemment, et ce rapprochement pour faire une prétendue grande région, comme si la région Rhône-Alpes n'était déjà pas suffisamment grande au départ, et soi-disant par solidarité, ce qui à mon avis ne va pas être vraiment le cas, est-ce que ça risque de changer la donne par rapport à la 45 ? J'ai presque envie de dire non, et avec un petit doute, puisque la première annonce du président de l'Auvergne et du président du Conseil régional Rhône-Alpes, ça a été de dire on va faire un train direct Lyon-Clermont-Ferrand. Donc la mobilité est quand même un enjeu dans l'animation du territoire et dans l'aménagement du territoire, bien évidemment. Je dis quand même non, parce qu'en fait les projets routiers se foutent complètement des limites territoriales et des limites institutionnelles encore plus depuis toujours, et que les projets routiers... la 89, qui est encore plus un rapprochement de Clermont-Ferrand avec Lyon, s'est faite alors que la grande région n'existait pas. Après, nous, on en a discuté avec nos collègues Europe Écologie Les Verts d'Auvergne. Alors là, je vais vous attrister, mais il n'y a que 48 élus en Auvergne, je crois, c'est ça, hein, oui. Le Conseil régional, nous on est 156 actuellement, normalement 157. Mais, et en Auvergne, ils sont 48. Et donc il y a 7 élus Europe Écologie Les Verts sur 48 qui sont un peu moins puissants que nous en proportion. Et les élus Europe Écologie Les Verts d'Auvergne sont bien sûr totalement opposés à la 45, bien évidemment. Dans la foulée, il me semble que ça va ensemble. Quelqu'un a posé la question sur la loi Macron, etc. Et puis après, je passerai la parole à mes collègues. Ça tombe bien parce qu'il y a deux débats en ce moment. Il y a la loi Macron qui a autorisé les liaisons routières car grande distance en cabotage, ce qui permet d'être une vraie concurrence au ferroviaire. Et en même temps, vous en avez peut-être entendu parler, le gouvernement a nommé à nouveau Philippe Duron, député de Normandie, je ne sais plus de Caen, mais je ne sais plus le nom du département, donc je dis Normandie. Merci. Qui est un ami par ailleurs, qui avait présidé la commission Mobilité 21 et qui maintenant préside une nouvelle commission qui s'appelle la commission TET, commission Train d'équilibre du territoire. En fait, la SNCF a développé l'idée que les trains d'équilibre du territoire, c'est-à-dire les trains grandes lignes hors TGV, étaient de moins en moins rentables et qu'il fallait en supprimer un certain nombre. Et donc là, on a une vraie dichotomie de vision entre une vision qui est aujourd'hui portée par la SNCF et par beaucoup de hauts fonctionnaires et qui est, on va dire, plutôt partagée par les gros partis UMP et PS, qui est de dire on a fait du TGV, ça marche bien, c'est économiquement rentable, donc c'est prioritaire, le reste c'est pas du tout rentable, donc remplaçons-le par des cars. Et puis la vision écologiste que je défends nationalement, et donc je vais rencontrer Philippe Duron jeudi prochain, ou mercredi prochain à Paris là-dessus, pour porter la parole d'Europe Écologie Les Verts national dans ce cadre-là, qui est de dire on a le plus beau réseau ferroviaire du monde. C'est-à-dire que si vous aviez, je ne peux pas vous l'afficher là dans l'ordinateur, la carte du maillage ferroviaire, toutes les villes, agglomérations sont reliées par des lignes ferroviaires. Mais on l'a abandonné depuis une quarantaine d'années pour faire du tout TGV. Et nous, écologistes, nous disons le tout TGV, c'est centré en étoile sur Paris, essentiellement. Et d'ailleurs, ce qui leur pose un problème de saturation des lignes aujourd'hui, parce que pour faire Lyon-Tours, Lyon-Nantes, Lyon-Bordeaux, on passe par Paris. Donc du coup, effectivement, les lignes qui vont vers Paris sont saturées. Et donc ils nous proposent de nous construire de nouvelles lignes TGV, notamment la ligne Lyon-Orléans, Paris-Orléans, Clermont-Lyon, parce que c'est saturé. Et nous disons, non, c'est le contraire. Parce que le TGV a complètement déménagé le territoire.
Les gens se rendent en voiture à une gare TGV, souvent ex-urbanisée en plus, ce qu'on appelle les gares betteraves ou Lavande dans le sud de la France, pour prendre le TGV et reprennent une voiture derrière ou un taxi. Nous avons développé un concept qui s'appelle le train à haut niveau de service, qui est de dire plutôt que de faire du TGV, on va faire des trains rapides, mais pas très grande vitesse, qui vont desservir toutes les agglomérations, parce qu'on a besoin de mettre les agglomérations en réseau. C'est ça le développement humain, le développement économique. C'est en fait pas tous vers Paris, s'en foutent tous aller vers Paris, mais c'est plutôt de mettre tout le monde en réseau, parce qu'en allant tous vers Paris, on fait des agglomérations de dortoirs où le boulot est à Paris. C'est quelqu'un qui a posé une question sur le vrai tram-train. Ouais, c'est moi. C'était toi. Bon, rapidement. Moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que les véhicules actuels dits d'une tram-train, mais qui ne fonctionnent qu'en train pour l'instant, de toute façon, ils ne pourraient pas circuler en tram parce que leur gabarit est trop large pour qu'ils puissent se croiser sur l'écartement des voies de tramway. Quand on a fait le tram-train, on a pris 2,65 m volontairement pour augmenter la capacité et le confort intérieur. Et ça a été calculé sur aujourd'hui quasiment toutes les voies de tram lyonnaises. L'écartement des rails, je dis bien l'écartement des rails, permet à deux tram-trains de 2,65 m de se croiser. Il y a quelques endroits en courbe, notamment sur la ligne T1, où il y aurait des reprises à faire. Moi, je voulais vous dire que quand on parle, par exemple, tram-train, etc., c'est des coûts importants, que sous ce mandat, quand même, je dirais, les projets, les projets de train, et pas seulement de tram-train, mais les projets et les tram-trains de l'Ouest lyonnais, ça n'a pas avancé d'un iota, parce qu'en fait, la question financière et la question du manque d'argent s'est posée. Mais du coup, nous, au sein du Conseil régional, ce qu'on pose à chaque fois, c'est notamment quels sont les projets qui permettront le développement du train local, ce que disait Jean-Charles tout à l'heure, et quels sont les projets, c'est pour ça que j'avais la question du Lyon-Turin par exemple, où la région mettra un argent fou alors que ce n'est pas utile de le faire. Et pareil, notre bagarre sur Erail et sur l'argent public qui a été dilapidé dans cette structure régionale d'économie à l'international. C'est des débats comme ça qu'on a aussi avec nos collègues de la majorité. La SNCF est devenue une multinationale filialisée avec une forme de SA qui se fait concurrence à elle-même avec des systèmes routiers qui sont concurrents au système ferroviaire. Et de toute façon, ce qui l'intéresse, c'est son chiffre d'affaires et ses marges. Donc si elle perd du ferroviaire et de la clientèle en ferroviaire pour faire ce qu'elle remplace par du Keolis ou autre chose, maintenant avec sa filiale bus, elle est tout à fait contente puisqu'elle a à peu près le même chiffre d'affaires, voire c'est plus rentable. Ça se traduit par des politiques régionales, pas dans toutes les régions, parce qu'il y a des directeurs régionaux différents suivant les périodes, qui appliquent plus ou moins, on va dire, cette politique nationale depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. En Rhône-Alpes, on avait eu des directeurs régionaux qui avaient plutôt été vertueux jusqu'en 2007-2008. Ça correspondait en plus à une volonté de la région de développer, puisqu'en 2007, on a mis en place le cadencement, en décembre 2007, donc service 2008, avec 15% de train kilomètres en plus. Enfin, tout ça allait ensemble. Et donc, on était dans une dynamique vertueuse. À partir de fin 2007, la nouvelle directrice régionale SNCF qui est arrivée en Rhône-Alpes était totalement sur la ligne nationale et totalement à l'opposé de ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Ça s'est traduit par 15% d'effectifs en moins à la SNCF région Lyon et région Chambéry, les deux directions SNCF de Rhône-Alpes. 15%, c'est pas rien, c'est 2500 agents en moins. Et ça s'est traduit par une dégradation progressive du niveau de service, des temps de parcours, de la fiabilité des trains, etc., etc. On a mis 1 an et demi, presque 2 ans, à obtenir à ce que la vice-présidente foute le poing sur la table. Mais c'est vrai que nous, on avait, de par nos contacts réguliers avec les associations d'usagers de transport et puis notre présence sur le terrain, des retours permanents des difficultés. Je crois que nos amis socialistes ont mis plus de temps à se réveiller et à se rendre compte que c'était la catastrophe et donc à faire remonter leur vice-présidente et qu'elle finisse par écrire ce courrier qui est paru dans la presse, comme quoi elle foutait le poing sur la table, enfin. Alors, un courrier pour mettre le poing sur la table, ça n'a pas beaucoup de sens, ça a un peu de sens politique, mais pas au-delà. Par contre, nous réclamions depuis 1 an et demi un audit externe du fonctionnement de la SNCF de Rhône-Alpes, c'est-à-dire du service rendu par rapport au coût que ça coûte en argent public,
On a mis 1 an et demi à l'obtenir, on l'a obtenu, il est en cours, et malheureusement, entre guillemets, il va prendre un certain nombre de mois, parce que c'est un audit où on a mis le niveau de qualité très haut, et donc on aura un début de rendu, j'espère, à l'automne, mais sans doute la majorité du rendu de l'audit externe l'année prochaine, c'est-à-dire sous le prochain mandat. Mais je pense que là, on va avoir des informations très intéressantes qui va permettre, parce que c'est un audit qui analyse. Alors, c'est une vraie révolution, hein. La SNCF est très mécontente, parce qu'on a demandé à des sociétés privées, bureaux d'études, etc., d'analyser le travail de la SNCF dans ses détails. C'est-à-dire, comment elle organise la maintenance de ses trains, et est-ce que c'est bien organisé? On sait, parce qu'on est un peu des connaisseurs, qu'il y a un coût énorme parce que la maintenance a été recentralisée, on a fermé tous les petits ateliers de maintenance, et que du coup les trains font des kilomètres pas possibles et ont des jours de blocage pour la maintenance qui du coup ont un coût réel en matière. Le problème aujourd'hui de la SNCF, comme d'autres d'ailleurs, ce n'est pas qu'elle soit publique ou privée, c'est sa taille. On l'a dit tout à l'heure pour les exploitations, c'est exactement le même problème. C'est-à-dire qu'une entreprise privée en situation de monopole aboutira à dysfonctionner comme la SNCF dysfonctionne aujourd'hui puisqu'elle est en situation de monopole. C'est mon analyse. On le voit ailleurs dans le monde. Et la question de la privatisation, à part dans un seul pays, ne fonctionne pas à long terme parce qu'en fait la privatisation entraîne que de grands groupes, en France c'est Transdev, Veolia, Keolis, rachètent toutes les petites compagnies de transport collectif et se mettent à trois dans une situation de monopole, comme on a la même situation dans la restauration scolaire pour les grandes, etc. En France, on a créé, je ne vais pas dire de bêtises, mais 3500 km d'autoroutes supplémentaires et je crois 150 000 km de voiries supplémentaires ces 15 dernières années, quand dans le même temps, on a supprimé 700 km de lignes ferroviaires, enfin de fonctionnement, d'exploitation de lignes ferroviaires. En Suisse, ils ont 10 fois moins de routes que nous, donc la circulation routière est contrainte, et par contre, ils ont maintenu un niveau de développement ferroviaire qui est d'un très très haut niveau. Comment ça fonctionne? Ils n'ont aucune compagnie privée. Toutes les compagnies sont publiques. Il y a une grande compagnie publique, les CFF, Chemins de fer fédéraux, donc nationales, et il y a une multitude de petites compagnies publiques, en moyenne à peu près dans chaque canton, avec un office cantonal des transports, qui exploitent les transports locaux, cantonaux. Et la Poste? Et ça marche très bien. La Poste, c'est les cars. C'est une compagnie publique aussi, les cars postaux, qui fait du routier, mais qui est une compagnie publique, qui est l'équivalent des CFF, mais pour le routier. Oui, mais la même compagnie publique dont tu parles gère les cars, les trolleybus, les autobus, les bateaux sur le lac, avec une tarification unique. Et mon histoire de la lettre, c'était pour arriver au remplacement de la SNCF par le Citral ou les TCL, je ne sais pas comment vous les appelez, ou Keolis, pour que sur nos petites lignes qu'on appelle le tram-train de l'Ouest lyonnais, il y ait enfin la tarification unique. Le jour où le Citral gère le tram-train de l'Ouest lyonnais, la moitié des tram-trains sont remplacés par des bus. Oui, et puis la question que tu poses, elle est quand même une question par rapport à la région qui a à terminer les projets de tram-train sur l'Est lyonnais. Et c'est une bagarre en ce moment parce que, sur ce sujet-là. C'est-à-dire les engagements régionaux ne sont pas tenus. Et ça, c'est une vraie critique qu'on peut faire à la région. Enfin, voilà, que nous faisons de l'intérieur, mais qui peut être faite à la région. En plus, corrobore ce que je viens de te dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la région n'avance plus sur l'Ouest lyonnais, parce qu'on est au milieu du gué, on n'a pas fini le projet. Il y a encore beaucoup de choses à faire. La prolongation Brignais-Givors, bien sûr, mais d'abord le doublement du tronc commun, l'électrification de Lausanne et la mise en train de Lausanne, et puis après la prolongation Saint-Paul-Pardieu. Pourquoi la région n'avance plus? Parce que les autres partenaires, et en particulier la métropole, ne veulent plus développer le tram-train de l'Ouest lyonnais. Alors, un petit point sur les circuits courts et le bio. Donc, le bio est une orientation prioritaire depuis assez longtemps en région Rhône-Alpes, à la fois parce que historiquement la région Rhône-Alpes est la première région bio en France en matière de production, grâce notamment à un département comme la Drôme, qui est le plus gros département bio en France, mais aussi progressivement par l'extension de la culture bio par les pratiques des agriculteurs eux-mêmes, et puis par l'organisation de structures comme Cora Bio, comme l'Ardab,
l'organisation des paysans, donc, qui à la fois en Rhône-Alpes particulièrement, parce qu'on a une agriculture de taille intermédiaire, donc pas immense comme les grandes plaines céréalières de l'Île-de-France, ou donc d'autres espaces de production donc, type Midi-Pyrénées par exemple. Donc ont eu ce souci d'organiser leur filière de manière maîtrisée et maîtrisée par la profession. Et donc les fédérations agricoles, y compris les fédérations départementales de la FDSEA, donc qui sont plutôt conservatrices traditionnellement, sont assez portées par la production bio en France, en Rhône-Alpes. Donc on a un plan bio spécifique qui soutient à la fois ces filières, donc dans l'émergence de filières bio sur le pain, la viande, le lait, donc la bière, donc le vin, et puis aussi qui soutiennent les exploitations, notamment dans leur reconversion. Vous savez que ça coûte cher de passer d'une exploitation conventionnelle à l'exploitation bio, parce que ça prend un minimum de 3 ans pour rendre les sols sains et les certifier bio. Et donc la région apporte des subventions spécifiques qui permettent de compenser une partie de la perte d'exploitation liée à la perte de reconversion. Donc ça, c'est l'outil de soutien à la production, donc le fait d'accompagner les producteurs qui font du bio ou qui veulent en faire, qui voudront en faire demain. Il y a aussi bien sûr toute la pratique de la consommation, donc on peut avoir des produits bio, s'ils ne sont pas consommés, c'est dommage. Donc il y a eu un travail qui a été fait depuis pas mal d'années aussi, ça fait facilement 10 ans, autour de l'éducation au goût, à travers donc les jeunes générations, notamment les enfants, la promotion du bio par les brochures, les sites internet, les campagnes de pub, etc., etc. Tout ça est soutenu assez largement par la région Rhône-Alpes, y compris dans les salons, comme le salon de l'alimentation, par exemple le CIRA, qui est un salon biennal, donc dans lequel la présence du bio est assez forte. Et puis nous avons donc mis en place donc, un dispositif intéressant qui s'appelle Famille et Alimentation Positive, qui est un challenge en fait, qui encourage et soutient donc, les familles par la logistique, du conseil, de l'accompagnement, de la promotion, à donc, petit à petit aller vers des alimentations saines, à la fois donc, production raisonnée, production bio, et également circuit court. De même, et Monique y veille beaucoup, donc, en tant que président de la commission lycée, nous avons défini une obligation pour l'ensemble des lycées publics de Rhône-Alpes, donc de présenter 15% minimum de produits bio dans les cantines. Donc c'est une association qui est forte dans la mesure où par ailleurs, depuis 2 mandats, les écologistes ont insisté pour que les lycées rhône-alpins gardent leurs cantines donc en production donc autonome et ne les sous-traitent pas des Elior, Avenance et compagnie. Donc les cantines sont gérées par du personnel de la région, puisque c'est du personnel région qui gère l'ensemble de la logistique des lycées, hein, je vous le rappelle. Donc c'est 3000 personnes, en fait c'est la moitié des effectifs de la région Rhône-Alpes. Monique l'a pas dit, la région Rhône-Alpes c'est 6000 personnes, dont 3000 dans les lycées. Lycée public et c'est plus que 3000, hein. C'est 4500. 4500, pardon. Je date un peu. Donc on a du personnel de la région, des équipements de la région, donc il y a une politique régionale pour aller vers donc, 15, demain 25, 50, 75, 100% de bio si on peut y arriver, compte tenu des volumes de production qui aujourd'hui sont encore un peu faibles pour pouvoir véritablement fournir l'ensemble de la restauration scolaire. Puisque le problème est aussi là, c'est que le réflexe bio s'est fortement développé dans la population et particulièrement en Rhône-Alpes, grâce à tout ce travail fait depuis plus d'une dizaine d'années. Mais la production bio n'est pas totalement au niveau, notamment au volume de consommation forte des restaurations collectives. Quant à la distribution, donc là, de ce côté-là, c'est un peu terra incognita pour la région. Le commerce est une compétence dont la région peut très bien se saisir, au titre de ses compétences économiques. Hein. La région a la responsabilité de la coordination de l'ensemble des politiques économiques sur le territoire, dont le commerce, bien sûr, mais de fait, elle ne travaille que sur l'industrie et sur l'artisanat. Je peux te couper juste une petite seconde sur ce point-là. On revient tous les deux d'un CA d'un collège. Alors, c'est pas la compétence de la région, mais ça fonctionne pareil. On a eu ce débat-là avec la gestionnaire, et je pense qu'il y a un point sur lequel il faudra insister, c'est la formation des gestionnaires. La réponse de la gestionnaire, quand on a parlé de produits circuit court, c'est « Ouh là là, c'est compliqué ». Parce qu'ils ont des groupements d'achat et que c'est bien plus facile de ne plus avoir à rien à gérer. Donc formons les gestionnaires des établissements à aller vers les circuits courts. Parce qu'en même temps, il y en a qui ont envie. Là honnêtement, elle nous a dit que ça l'intéressait, mais
Voilà, c'est trop compliqué. Ouais, et puis le manque de subventions. Voilà. Monique, tu veux témoigner de la manière dont on travaille avec les intendants? Oui, c'est-à-dire, il y a à la fois certainement le fait de former les gestionnaires, mais il y a aussi, parce que évidemment le bio actuellement c'est un surcoût, et quand par exemple la région propose que ce soit 2 € ce qu'il y a dans l'assiette, à minima, parce qu'il ne faudrait pas que ce soit en dessous, il y a des lycées qui font en dessous, mais pour faire en dessous, il faut vraiment avoir des choses de pas très bonne qualité quand même, parce que 2 € c'est déjà pas beaucoup. Et du coup, évidemment, c'est aussi former les équipes de cuisine. Alors on a déjà cette chance extraordinaire d'avoir des cuisines dans chaque établissement. Ça, c'est un luxe actuellement, puisque les collèges reviennent dessus. C'est de la délégation de services publics, etc. Donc ça, c'est une vraie richesse. Aujourd'hui, donc on a 2 systèmes pour caricaturer un peu. Donc le petit détaillant, donc les circuits courts, donc microéconomiques, donc une AMAP, donc un agriculteur, donc une quarantaine de consommateurs qui s'organisent en direct, ou la petite épicerie indépendante de quartier bio, type 3 petits pois si vous connaissez à Lyon. Il y a ça, et puis d'un autre côté, il y a Carrefour, Leclerc, Auchan. Donc l'hyper-distribution, donc au-delà de la grande distribution, l'hyper-distribution. Ce qui est important, c'est d'imaginer qu'on peut faire une méso-distribution, pas une micro, pas une macro, mais une méso. Donc quelque chose qui soit intermédiaire, qui nécessite des vraies stratégies coopératives. Donc c'est ce que fait Corabio, par exemple, en mettant en place petit à petit des outils de transformation des légumes. C'est tout bête, mais si on veut développer des volumes importants de légumes bio, il faut avoir des capacités de production de volume et faire à la fois donc des produits frais, des produits hachés, des soupes, des coulis, etc. etc. Et c'est pour ça qu'il faut des outils de transformation. On a par exemple l'émergence d'une filière bière donc, sur Rhône-Alpes, c'est intéressant. Donc il y a beaucoup de bières locales, on connaît la Soyeuse, merci. Et la Folle. La Farlodoise. Oui. Je vous l'ai cité. Saint-Julien, la Molette, je ne sais plus comment il il y s'appelle. en a plein. Le seul problème, c'est la source, c'est le malt. Et jusqu'à il y a 3 ans, il n'y avait pas de production de malt en Rhône-Alpes. Donc il y a 3, même en France, je crois. Il y a 3 Alubrius qui ont monté une coopérative qui a été soutenue non pas par la politique agricole, parce que la politique agricole se méfiait de cette question du malt. Mais finalement, s'il n'y a pas de malt en Rhône-Alpes, il n'y a pas de malt en Rhône-Alpes, voilà. Et donc j'ai soutenu donc, la création de Malteur Eco, qui est installée à Beauchastel, en Ardèche, qui est la première coopérative de production de malt en France. Et qui donc, a un succès tout à fait sympathique et même extraordinaire, pour pouvoir alimenter petit à petit les brasseries rhône-alpines et au-delà donc les brasseries françaises en filière malt. Moi, je voudrais dire qu'il y a beaucoup d'agriculteurs dans les points de vente, comme Uniferme, qui transforment leurs produits. Ils sont arrivés à faire de la conserve et tout. Moi, je suis... Plus on grossit les secteurs, les agriculteurs ont l'expérience des coopératives, qui sont des méga coopératives pour parler Orlac maintenant, qui est Sodial et tout, où ils poussent de l'argent et tout. Et moi, je suis d'une génération où je connais les coopératives, on était très emballés par les coopératives, et quand j'ai pris ma retraite, je me suis rendu compte que tous les agriculteurs disaient... les coopératives ou le privé, c'est pareil, on se fait tous entuber. Le prix du litre de lait est l'exemple flagrant, quoi. Donc, le monde agricole a compris que, comme ils ne sont pas en bout de chaîne avec le consommateur, s'ils ne transforment pas eux-mêmes, qu'ils vendent eux-mêmes, ils perdent. La valeur ajoutée ne se fait jamais chez le producteur, elle se fait en bout de chaîne. Ça, il faut bien l'intégrer, les agriculteurs, ils l'ont bien intégré. Donc si vous voulez avoir une agriculture bio de qualité, il faut mieux avoir des petites exploitations, mais des petites exploitations qui vont au bout du produit. Bien sûr qu'on soutient les petites exploitations, pas seulement du mezzo, mais aussi du micro. On a un objectif quand même d'alimentation saine pour les enfants. Nous, on a la compétence lycée à la région, mais ça se pose pour les communes avec les écoles primaires et bien sûr les départements avec les collèges, même si la majorité des départements n'est pas sur notre ligne, loin de là. Et pour arriver à fournir des cantines scolaires, un agriculteur tout seul, il ne peut pas. Quand on est arrivé en 2004, moi j'étais nouvel élu, je n'avais jamais eu de mandat avant, et on me dit, à la région, il y a un peu plus de 3000 organismes extérieurs
où les élus doivent représenter l'institution régionale. Et il y a les contrats de rivière. À l'époque, on avait encore une politique aménagement de rivière qui était importante à la région, et donc on se répartit tout ça dans les départements, et moi on me dit, bah, tu es le seul élu de la majorité dans l'Ouest lyonnais. 2004, il y avait ni Florence Perrin, ni Sheila Macaron, ni Guy... si, il y avait Guy Panu. Donc on était deux. Mais lui était plutôt sur les monts et moi sur les vallons. Et donc on a dit, il y a 2 contrats de rivière, l'Iseron et le Garon. Donc bah, je prends les contrats de rivière, l'Iseron et le Garon. Donc je vais aux réunions et j'arrive dans le contrat du Garon, je vais commencer par celui-là pour expliquer le deuxième. Et là je me retrouve avec tous les maires du coin, de la vallée du Garon, donc ils montent quand même assez haut, hein, jusqu'à Saint-Martin-Haut, et un peu aussi de l'autre côté, vers le Nord-Nantais, mais avec des maires que je connaissais un peu, qui étaient sympas. Je pense à Roger Vivert, par exemple, à Turin, etc. On s'entendait bien, et c'était présidé par un élu que vous connaissez, il n'est plus élu, mais il est encore vivant, c'est Michel Thiers, qui était à la fois maire de Brignais, conseiller général, et donc président du syndicat mixte du Garon, qui s'appelait à l'époque, c'était pas le SMAGA, c'était un autre, je me rappelle. Bon. Et Michel Thiers avait un projet de barrage. Ça faisait 2 ans qu'il travaillait avec le syndicat pour 2 barrages, un à Chaponneau et un à Messigny. Et du coup, en off, à partir du moment où j'ai été nommé, comme on savait que j'étais écologiste, des citoyens m'ont appelé en me disant, ça y est, il y a un projet de barrage, c'est peut-être pas une bonne idée du point de vue écologique, on aimerait bien vous en parler. Donc du coup, je suis allé voir, je me suis tapé des balades dans des coins extraordinaires que je ne connaissais pas, y compris tout près de Chaponneau, là, à la confluence de Chaponneau, Soucieux, Messigny, là c'est un coin paradisiaque. Et là, ils voulaient faire un barrage, juste là. Et alors du coup, bon, je me suis intéressé au sujet, on a étudié, on a rencontré, j'en ai parlé avec les maires, parce que Michel Thiers était le conseiller général, donc c'est celui qui faisait les chèques aux maires, donc les maires, ils ne disaient pas trop grand-chose, hein, pour ne pas le fâcher. J'ai parlé en privé avec les maires, Roger en particulier, puis d'autres, et je me suis rendu compte qu'en fait, tout le monde était opposé. Et personne n'osait le dire. Mais personne n'osait le dire. Ah ouais. Donc, le conseil d'administration suivant, le conseil syndical suivant, j'y suis allé avec mes gros sabots, mais vraiment, et j'ai dit, mais c'est quoi ce projet de barrage? Moi, je veux des justifications. On me dit que ce projet existait déjà il y a 70 ans et qu'on l'a ressorti comme ça, des cartons, etc. Moi, je veux des justifications. D'abord, c'est beaucoup d'argent public et la région ne suivra pas. Quand vous arrivez comme ça en disant, la région ne suivra pas si l'argent public n'est pas justifié, ça refroidit quand même, parce que c'était un des principaux financeurs, etc., etc. Et on a travaillé quand même 2-3 ans sur le sujet. On a demandé des études hydrologiques, des études hydrauliques, parce que c'est pas la même chose. Bref, on a fait tout ça, et au bout de 3-4 ans de travail et d'études, le comité syndical du Garon a décidé unanimement d'abandonner les projets de barrage. Voilà, pour ne pas rester 2 heures sur l'eau, si tu veux rajouter des choses, Cyril. Que j'ai cherché à pousser donc les dossiers intéressants donc, de ce contrat de rivière. Donc l'amélioration de la qualité de l'eau, donc l'aménagement de berges, la redécouverte du milieu aquacole, de la ripiscide, la rive. Tout ça sont des éléments très positifs qui ont été permis parce que donc, tout le monde s'est inquiété d'inondations. Notre enjeu, donc, à nous écologistes au niveau régional, local, départemental et en tant que citoyen, c'est petit à petit d'être plus efficaces ensemble. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'entre les riverains qui négocient les uns donc des indemnisations par rapport à leur achat de terrain, les autres qui sont totalement opposés au barrage, d'autres qui sont très porteurs d'une solution type barrage parce qu'ils craignent l'inondation. Les communes qui sont un peu larguées sur le dossier, clairement. Donc, tu parlais des élus de Francheville qui aujourd'hui s'opposent sur un point de vue politicien, mais ne maîtrisent pas le sujet. Nous-mêmes, en tant que militants, cherchons donc, des réponses pertinentes, efficaces, et qui parfois doutons. Donc, les institutionnels et les collectivités qui ont chacune un rôle, et l'État aussi qui joue son rôle aussi, tout ça donc, est très perturbant et ne permet pas d'avoir une stratégie efficace. Je crois qu'il faut qu'on s'attelle à la tâche, sachant que la région dans ce domaine a des compétences assez marginales. Oui, c'est ça. Un des financeurs. C'est très marginal. Donc, mais elle a un rôle, et donc Jean-Charles a expliqué comment un conseiller régional qui siège dans une instance comme celle-là peut avoir un rôle essentiel. Aujourd'hui, au SAGIR, c'est notre Florence Perrin qui siège. Donc clairement, donc, on ne peut pas compter sur elle par rapport à une stratégie d'opposition au barrage. Ah oui. On peut considérer qu'une prochaine majorité écologiste à la région permettra d'envoyer un écologiste au SAGIR et qu'on fera un travail plus efficace. Il ne faut pas dire qu'il ne faut pas faire de barrage. Il faut examiner le problème dans son ensemble avec des mesures complémentaires qui correspondent à des aménagements, mais aussi à la modification du comportement.
Alors, je voudrais quand même réagir sur l'urbanisation, parce que nous luttons, y compris par écrit au moment des différentes élections, sur cette explosion de l'urbanisation, notamment dans toutes les communes où nous résidons, et le SCOT de l'Ouest lyonnais a fixé des nombres de logements et des nombres d'habitants pour 2020, et je suis intimement convaincu que nous sommes en 2015 sur le calendrier, mais nous sommes déjà en 2025 en ce qui concerne les nombres d'habitants et de logements dans ces différentes communes. Chaque année, j'ai repris l'article parce que je ne me rappelais plus des chiffres, 5000 terrains de foot sont avalés par l'urbanisation et 1000 exploitations agricoles disparaissent en Rhône-Alpes. En Rhône-Alpes. Donc, de ce point de vue-là, cette question de la politique foncière à la région est très importante. Donc, il y a quelques principes, c'est préserver les espaces naturels et agricoles, mais en travaillant le fait de ne pas opposer les deux. Et donc, c'est tout aussi les questions sur une agriculture qui respecte l'environnement. Donc, voilà. Le deuxième principe, c'est arrêter l'étalement urbain et requalifier les friches. Et on vient donc de prendre la délibération sur la requalification des friches avec l'idée de mettre en place une filière sur tout ce qui concerne la dépollution des sites, parce que la plupart du temps les friches étaient laissées parce qu'il y avait une pollution et que c'était extrêmement cher de les mettre en place. Donc au niveau régional, il y a cette idée de cette requalification, d'une aide régionale pour la requalification et de la mise en place d'une filière autour justement de la dépollution des sites. Il faut avoir une analyse fine. Le SCOT de l'Ouest lyonnais donnait des objectifs différenciés par commune, comme la plupart des SCOT d'ailleurs. Je pense qu'effectivement les plus petites communes et malheureusement celles qu'on voulait limiter en urbanisation ont dépassé leurs objectifs, alors que, à contrario, les grosses communes proches des réseaux de transport collectif, etc., qu'on voulait plutôt plus densifier, les ont pas atteints. On a un vrai souci sociétal, où là on peut difficilement accuser les élus locaux, qui est sur la déconstruction, entre guillemets, de la famille. Et qui fait que le nombre... Ils s'en tiennent compte, il y a la décohabitation. Mais la décohabitation avance beaucoup plus vite que ce qui était prévu dans les objectifs du SCOT. Ça fait 2 appartements au lieu d'un. Et la moyenne du nombre d'habitants par logement baisse extrêmement plus vite que ce qui a été prévu. Paul Lionel, le maire lui-même, a reconnu que la situation avait explosé dans sa commune. Au moment des vœux 2015, ça remonte à quelques semaines seulement, lui-même a reconnu que c'était l'explosion la plus totale. Et Paul Lionel, c'est là, à côté. Le vrai souci, c'est le droit à la propriété. C'est-à-dire que les élus locaux, quand en 2010, ils ont eu l'obligation de produire un SCOT avec des objectifs, le seul moyen d'atteindre leurs objectifs, c'est-à-dire de ne pas les dépasser, aurait été de sortir des zones urbanisables, des zones qui étaient, à leur poste ancien, urbanisables. Et donc de dire à des propriétaires terriens, votre terrain constructible ne l'est plus.